Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous cet après-midi. Comme ma collègue en fait l'a mentionné, je suis étudiant au programme doctoral de l'Université Laval, mais je suis également professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université de Moncton. J'étais là hier après-midi, donc je fais la route et me voilà. Toujours un plaisir d'être au Québec, surtout à ce temps-ci de l'année, avec le beau temps printanier. Et aussi, un petit stop à la microbrasserie Tête d'Allumette, Saint-André de Microbrasserie, full disclosure. Et pour la présentation d'aujourd'hui, en effet, la question qui m'intéresse depuis de très longue date est celle qui porte sur la distance relative à l'investisseur qualifié que nous retrouvons à l'article 2.3 du règlement 4506 et la question de savoir si la protection des investisseurs est remise en question face à ce qui est incontestablement en fait une tendance, un engouement pour les marchés dispensés. Les marchés dispensés, en bref, de quoi s'agit-il? La vedette, le règlement 4506, ce règlement qui est en vigueur depuis le mois de septembre 2005, qui a eu l'effet, il y a plus de 20 ans, de codifier toutes les différentes dispenses qui étaient en vigueur antérieurement dans les 13 différents ressorts des ACVM. Et l'objectif du marché dispensé, c'est de permettre aux participants au marché de mobiliser les capitaux de manière plus rapide et de manière beaucoup moins coûteuse que sur les marchés publics. Les titres que nous retrouvons sur le marché dispensé sont hétérogènes, des dettes, des actions, des fonds d'investissement, des produits dérivés. Et la contrepartie, je dirais, en fait, le bargain, en fait, avec le marché dispensé, c'est qu'il y a beaucoup moins de protection parce que les participants au marché qui œuvrent au marché dispensé ne sont pas assujettis aux mêmes obligations que les émetteurs assujettis, soit les sociétés cotées en bourse. Et évidemment, il y a mille et une raisons pour qu'un participant au marché veuille en fait se prévaloir du marché dispensé. Les marchés permettent en fait au titre d'être placé son prospectus, réduction des coûts aussi pour ceux et celles en fait qui œuvrent en fait sur le marché dispensé. Et aussi, ça permet aussi d'effectuer des placements à des investisseurs qui sont en mesure d'évaluer mieux le risque, permet une mobilisation de capitaux plus rapide sur le marché dispensé. Je l'ai mentionné, ce règlement 4506 est vraiment un des règlements, je vous dirais, qui est parmi les plus importants relativement en fait, au cadre réglementaire des ACVM. Et la notion d'investisseur qualifié, si vous vous intéressez en fait à la notion d'investisseur qualifié, je vous invite à relire l'article 1.1 du règlement. L'article 1.1 du règlement énonce quelles sont les différentes catégories de personnes physiques et de personnes morales qui peuvent être admissibles comme investisseurs qualifiés. Et la dispense elle-même est prévue à l'article 2.3. Et le règlement 4506, évidemment, contient plusieurs douzaines de différentes dispenses de l'obligation de prospectus. Et la dispense de l'investisseur qualifié repose sur une présomption de sophistication, voire de capacité financière de la part des personnes morales qui sont admissibles en vertu de la définition, et plus spécifiquement aux personnes physiques. Évidemment, ce qui m'intéresse, moi, dans ma recherche, c'est la notion, en fait, de personnes physiques qui sont admissibles à titre d'investisseurs qualifiés. Et cette présomption de sophistication, entre guillemets, suffit-elle encore pour protéger adéquatement les investisseurs de détail? Et c'est une catégorie, en fait, la catégorie d'investisseurs qualifiés qui est large et hétérogène. Ça fait 2 pages, en fait, de différentes déclinaisons de cette définition. Et s'il s'agit d'une personne physique, on s'entend que la pierre angulaire de l'admissibilité d'une personne physique, c'est, en fait, sur le plan, en fait, de ses actifs, de son patrimoine. Et la richesse, je dirais, agit souvent comme substitut de sophistication. Et j'ai fait ici une capture écran des différentes déclinaisons de catégories de personnes physiques qui sont admissibles à titre d'investisseurs qualifiés. Et je vous dirais que l'une, en fait, des déclinaisons qui est la plus fréquemment utilisée, nous la retrouvons à l'alinéa 4, soit une personne physique au cours des 2 dernières années
à réaliser un revenu net avant impôt de plus de 200 000 ou 300 000 au niveau, en fait, du ménage. Évidemment, la personne qui a un actif net d'un minimum de 5 millions de dollars. Les origines. Vous savez, j'ai fait une formation il y a déjà 25 ans à Sciences Po Paris. Et pendant 2 ans, à l'IEP de Paris, on nous martelait contexte, contexte, contexte. Il faut absolument que nous maîtrisions le contexte et l'évolution historique pour être en mesure de maîtriser ou de s'interroger adéquatement sur un sujet quelconque. Les origines des seuils pour personnes physiques, il faut que nous allions faire un tour aux États-Unis. En 1982, au tout début, en fait, de la première administration Ronald Reagan, la Securities and Exchange Commission, la SEC, avait proposé, en fait, un seuil de revenu de 200 000 voire 300 000 avec les 2 conjoints, et d'actifs, donc Regulation D. Et les ACVM, à leur tour, ont reproduit, en quelque sorte, cette approche. On s'est inspiré largement de l'approche américaine, 18 ans plus tard, en 2000, en introduisant, en fait, une notion très semblable à celle que nous retrouvons dans le contexte états-unien. Mais, le troisième point, aucune indexation sur l'inflation depuis leur adoption au Canada, il y a déjà plus d'un quart de siècle. Plus d'un quart de siècle, où étions-nous? Si on remonte à l'histoire, Jean Chrétien était toujours le premier ministre. Il s'était présenté, en fait, pour sa réélection en 2000, je ne sais pas si vous avez encore de souvenirs. C'est à l'époque où Paul Martin voulait à tout prix, en fait, être premier ministre. On l'avait coincé dans un ascenseur, alors qu'il tentait de rencontrer, en fait, ses conseillers. Et finalement, déclenchement de l'élection, il paraît que c'était Aline Chrétien qui a convaincu à Jean qu'il faut que tu déclenches une élection. On va le monter. Et vous avez raison, 2000. Donc, 25 ans. Et si le 200 000, si nous prenons en considération l'indexation, en fait, sur l'inflation, on en est, en fait, à un salaire annuel qui faut les 400 000 Donc, 200 000 en fait, est un seuil qui est figé dans le temps. Et, incontestablement, le marché dispensé propose un niveau de protection qui est beaucoup plus réduit que les niveaux de protection que nous retrouvons sur les marchés publics. Et la raison est simple. Pour une personne qui souhaite investir dans une société cotée en bourse, il ou elle a la possibilité de consulter le prospectus. S'il s'agit d'une société qui est déjà cotée en bourse, les millions de différents documents de divulgation que la société cotée en bourse doit en fait déposer conformément au règlement 5102, mais le marché dispensé, certaines dispenses, en fait, ne conçoivent aucune forme de divulgation. Par exemple, la dispense qui me vient à l'esprit, c'est la dispense relative à l'émetteur à capital fermé, l'article 2.3, l'article 2.4, pardon, du règlement 45. Les infos sont beaucoup moins standardisées et un risque, en fait, d'asymétrie sur le plan informationnel dans le marché dispensé. Ce qui m'amène, en fait, et c'est là, en fait, que je m'interroge, ça fait déjà, en fait, un certain moment que je m'interroge sur le risque d'une certaine forme d'arbitrage réglementaire que nous vivons en temps réel. C'est ce moment, en fait, qui vous dit, ce sont les données qui nous confirment que depuis les 20-30 dernières années, il y a un véritable engouement de la part des participants au marché pour, en fait, le marché dispensé. Et le canal réglementaire, évidemment, qui est le marché dispensé, est beaucoup moins contraignant. Et de plus en plus, et souvent privilégié afin de permettre aux participants au marché de pouvoir passer à l'acte, être en mesure d'aller mobiliser des capitaux sans être assujettés nécessairement à des obligations qui sont beaucoup plus onéreuses que celles, en fait, que les sociétés cotées en bourse, en fait, sont assujetties. Effectuer des placements dans le marché dispensé aussi pour éviter des obligations plus onéreuses, que ce soit l'obligation de prospectus, voire en fait les obligations d'info continue. Et maintenir l'accès à des particuliers qualifiés sans protection équivalente à celle du détail. Donc, en quelque sorte, je veux dire, on peut s'interroger sur la question de savoir est-ce que l'arbitrage réglementaire est une possibilité. En quelque sorte, on est en train de la vivre. Le reste n'est plus théorique. Ça se manifeste dans le déplacement du financement des entreprises vers les marchés privés. Et une donnée que je peux vous proposer, quand même une donnée que moi j'estime qui est particulièrement préoccupante, en 2025, le marché canadien des premiers appels publics à l'épargne, donc les premiers IPOs, pour de nouvelles sociétés qui sollicitent une première cotation en bourse.
est demeuré extrêmement faible. D'ailleurs, plusieurs sources rapportent qu'il n'y a eu que deux, imaginez, que deux nouveaux appels publics à l'épargne pour de nouveaux émetteurs assujettis sur la bourse principale, la bourse de TSX. Alors que les sorties de cotes, voire en fait les demandes de la part d'émetteurs assujettis, en fait, qui souhaitent ne plus être émetteurs assujettis, et les opérations en fait, de privatisation ont largement dépassé les nouvelles inscriptions. Quelle en a été la réponse réglementaire face à cette tendance préoccupante? Ben, à la lumière de cet engouement pour le marché dispensé, les ACVM ont annoncé il y a juste plus d'un an, le 17 avril 2025, qu'elles étaient conscientes de l'incertitude actuelle qui entoure les marchés publics. Et avec la publication du 17 avril 2025, cette publication consiste d'une série de différentes ordonnances générales, de décisions générales qui fournissent ou qui proposent des dispenses de certaines de ces obligations, soit onéreuses, qui sont imposées aux émetteurs assujettis. Donc, je ne vais pas en fait vous les expliquer, mais de manière générale, l'annonce en fait du 17 avril avec comme objectif d'essayer d'alléger le fardeau réglementaire qui s'impose aux émetteurs assujettis. Et si vous voulez en fait une très bonne lecture, je vous invite à relire le plan d'affaires des autorités canadiennes en valeur mobilière 2025-2028. Et vous retrouverez parmi les différentes stratégies ou les différents objectifs stratégiques une multitude de différents objectifs stratégiques dont la mission ou l'objectif est de réduire le fardeau réglementaire. Je vous dirais qu'ici, c'est une parfaite illustration d'une mesure dont l'objectif est de réduire le fardeau réglementaire pour les sociétés cotées en bourse. Et sur le plan, en fait, des données, et là, en fait, je vais vous dire que, oui, certes, je suis professeur adjoint à la faculté de droit de l'Université de Moncton, mais j'y suis depuis que 5 ans. Et avant de me joindre à la faculté de droit, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans pour la FCND, qui est l'équivalent, en fait, de l'AMF ici au Québec. Donc, je dispose d'une quinzaine d'années d'expérience dans le domaine de la réglementation des marchés financiers et il existe une hétérogénéité sur le plan statistique. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, dans un langage qui est beaucoup plus accessible? Ça veut simplement dire que si vous vous intéressez aux données qui sous-tendent nos marchés financiers, il faut quand même que vous sachiez où les corps sont enterrés. C'est-à-dire, manipuler CEDAR+ n'est pas un cadeau. Et j'ai encore le souvenir que j'étais toujours en poste à la commission où on nous a annoncé le projet de CEDAR+, allait vraiment nous révolutionner, en fait, la vie. Et je dois vous dire, en fait, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, en fait, que la nouvelle plateforme, en fait, a été lancée. Et chaque fois que je tente d'aller chercher des données en temps réel devant les étudiants et étudiantes, en fait, dans le cadre de mon cours de droit des valeurs mobilières, je me plante chaque fois. Donc, j'ai appris ma leçon. Si jamais que je dois aller chercher les données, je le pratique littéralement chez moi. Alors, ça ne devrait pas être aussi difficile que ça. Donc, il faut vraiment quasiment avoir, en fait, un domaine, en fait, dans le quasiment un scientifique, en fait, de données, pour être en mesure d'aller chercher, d'apprivoiser les données. Et bien que CEDAR+ contienne toutes les différentes données, soit dans le cadre, en fait, des marchés dispensés, les déclarations de placement avec dispense, le premier formulaire, l'annexe qui est prévu au formulaire 45-106A1, il faut quand même savoir, en fait, comment manipuler la plateforme, en fait, de pouvoir aller chercher les données. Et les catégories retenues, les émetteurs visés, le degré de granularité, elles varient selon les autorités de réglementation. Donc, au fin de ce projet de recherche, il convient vraiment de se prévaloir de mesures qui sont commensurables comme des indicateurs approximatifs de l'importance relative du marché dispensé dans les principaux ressorts. Et j'ai des données ici pour vous proposer. Encore une fois, ce sont des captures écran des sites web des 4 principaux ressorts des ACVM. Le jaune, qu'est-ce qu'on peut apercevoir en jaune? Ben, le jaune, on peut voir en fait, d'année en année et le montant d'argent qui est mobilisé au Québec en se prévalant de la dispense relative à l'investisseur qualifié. Chaque année, on tête incontestablement tête de classement, des milliards et des milliards de dollars. Même phénomène en Ontario, où 90% des sommes d'argent qui ont été mobilisées ont été faites par le biais
de la dispense relative à l'investisseur qualifié. Même phénomène également en Alberta avec le jaune et en Colombie-Britannique aussi, comme vous pouvez voir avec la première puce, là encore une fois, 85%. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui sont mobilisés chaque année. Donc, certains vous diront, ceux, par exemple, qui privilégient en quelque sorte une vision économique, par exemple, Adam Smith, la main invisible, le marché a souvent raison, vous diront, ben, écoutez, le marché dispensé a été conçu, en fait, permettre à des gens, à un certain niveau de sophistication, de pouvoir, en fait, participer, de pouvoir investir et aussi permettre à des entreprises de se financer adéquatement, sans être assujettés à des obligations onéreuses que nous retrouvons sur le marché public, certes. Mais la tendance, d'année en année, c'est que nous retrouvons une participation accrue de la part de personnes physiques qui rencontrent la définition d'investisseurs qualifiés. Et par rapport, en fait, aux données, quand même mettre en perspective les données, je m'en suis limité aux 4 principaux ressorts pour mettre en évidence l'importance structurelle du marché dispensé et aussi la dispense relative à l'investisseur qualifié. Cette évolution, je dirais, invite à réexaminer l'équilibre. L'équilibre, je vous rappelle, c'est pour réaliser les objectifs de chacune des 13 différentes lois sur les valeurs mobilières. Les objectifs sont simples. Dans un premier temps, c'est la protection des investisseurs, tout en favorisant des marchés financiers justes et efficaces. Étant ancien régulateur, je peux vous dire que le cadre réglementaire, pour ceux et celles d'entre vous qui pratiquent dans le domaine, comme les OSC Blue Box, moi, je les ai sur mes étagères parce que je trouve que ça fait peur à mes étudiants. Vous savez, j'utilise en fait électroniquement de nos jours, bien entendu, mais combien de fois, comme ancien régulateur, que nous avons débattu de nouvelles mesures, de nouveaux règlements, et c'était toujours afin d'en arriver à un juste milieu entre protection des investisseurs, favoriser des marchés financiers justes et efficaces. Donc, deuxième point, troisième point, moi j'estime qu'on en est un peu à une croisée des chemins sur la question de savoir, sommes-nous toujours en train, en fait, de livrer la marchandise par rapport, en fait, à ce double mandat, soit protection des investisseurs et marché financier juste et efficace. Et j'applaudis, en fait, les ACVM. En fait, à l'époque, j'étais, en fait, en poste en 2015, mais en 2015, les autorités nous ont répondu avec des mesures concrètes, comme une première réponse réglementaire à cette tension. Et les réformes de 2015 sont venues introduire un nouveau formulaire de reconnaissance de risque, des directives accrues sur la vérification et aussi la fait de la dispense du placement minimal de 150 000 pour les particuliers. Capture écran du formulaire. En gros, le formulaire qu'on voit, c'est minimaliste à faire. 2 pages. Et en gros, l'investisseur qualifié qui est une personne physique doit apposer ses initiales ou ça peut s'appliquer. Donc, vraiment, c'est vraiment la seule obligation de divulgation au moment où l'on se parle. Et les réformes, évidemment, on s'entend, sont les réformes ont été chirurgicales. Ils n'ont pas vraiment répondu, je dirais, à certaines préoccupations, en fait, globales. Mais c'est quand même, en fait, une mesure positive, je vous dirais, avec l'introduction des formulaires de risque. Mais il y a encore des problèmes de qualification et de contrôle insuffisant qui demeurent au cœur, en fait, des critiques. Et pourquoi la protection reste imparfaite, je vous dirais, est-ce qu'un seuil financier est un bon indicateur de sophistication? Je vous pose la question. En 1982, une personne qui gagnait 200 000 $ aux États-Unis, est-ce que cette personne-là avait besoin du même niveau de protection, nécessairement qu'un investisseur, en fait, de détail? Peut-être pas. Mais en s'entend 82, 200 000 $. 2026, 200 000 $? Rien de moins ça. Formulaire de risque ne remplace pas, je vous dis, en fait, une divulgation substantielle et aussi le risque d'asymétrie informationnelle. Interrogation sur les niveaux de protection, évidemment. Beaucoup d'interrogations pour savoir si la structure actuelle est toujours en mesure de bien répondre aux besoins spécifiques. Le détour américain aussi, sachez que la SEC est venue introduire, en fait, la notion d'expertise, ce que les ACVM ont également fait avec le projet de norme multilatérale 4511. Mais encore une fois, est-ce que c'est suffisant pour répondre, en fait, aux enjeux, en fait, aux évolutions, en fait, au niveau global qui portent sur le marché dispensé? Et parmi les voies à retenir, j'en ai plusieurs, en fait. Par exemple,
mieux articuler la relation dispense de prospectus, une régulation plus différenciée, revoir périodiquement les seuils. Le 200 000 est figé dans le temps, renforcer les exigences de vérification éventuellement. Mais je suis arrivé à la conclusion que le marché dispensé, évidemment, joue un rôle fondamentalement important et utile, je vous dirais, dans le financement des entreprises. Je ne suis pas en train de proposer qu'on mette un terme au marché dispensé, ça n'a aucun sens. Et je vous dirais, d'aller dans cette voie contredirait, je vous rappelle, les objectifs même de la législation canadienne en matière immobilière, soit de l'efficience économique. La dispense repose sur une logique légitime de sophistication et de capacité d'être en mesure d'absorber le risque, mais elle peut aussi fragiliser la protection des investisseurs de détail. Et je vous rappelle que depuis le creux de 2009, nous vivons en quelque sorte dans un marché boursier qui est à la hausse depuis maintenant 16 ans. Que va-t-il se produire si nous revivons en fait une crise économique de 2008-2009, en sachant que depuis maintenant les 15 dernières années, énormément de personnes physiques maintenant sont des participants actifs sur le marché dispensé. Je m'arrête là. Merci beaucoup.